le petit-fils de papa Simon Kimbangu, papa Christophe Solokele. Sur son appui à la candidature de M. Kadima, je pense qu'il faut couper court à ces rumeurs-là. Il est monté au créneau pour expliquer que non. Ce choix venait de lui. En fait, c'est l'église kimbanguiste qui a fait le choix de M. Kadima. Donc vous affirmez que M. Billy Kadima est un bon candidat, selon l'église kimbanguiste. Personnellement, De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois avec le petit-fils de papa Simon Kimbangu, papa Christophe Solokele, qui est aussi le responsable d'une ASBEL, une fondation, papa Kisolokele. Et nous allons échanger sur l'actualité. Nous allons aussi échanger sur ce qui se passe en République du Congo. Papa est scientifique, c'est vrai, il est homme d'église, mais il est aussi analyste social. Papa Christophe Solokele, nous vous saluons. je vous salue aussi. Bon, en tant que journaliste avec nos indiscrétions, papa, vous n'étiez pas là. Vous êtes revenu de Mwanda. Quel était l'objectif de votre visite à Mwanda? C'était une mission pastorale. On doit aller visiter nos frères kimbanguistes qui sont dans le Congo central. Nous avons commencé par Matadi, nous sommes passés à Boma, et puis nous avons terminé le périple à Mwanda. Et comme je dis, c'était d'abord une visite pastorale et en même temps, on voulait poser quelques actions destinées aux populations de Mwanda. C'est vraiment ça la raison pour laquelle on est parti. Papa, Mwanda se trouve au Congo central. Comment vous avez trouvé la ville? Parce que nous savons, dans cette ville, c'est le poisson, c'est les crevettes, et beaucoup de commerçants ont fait de l'argent là-bas. Mais actuellement, comment va Mwanda? Parce que les gens se plaignent que Mwanda est comme la plus grande partie du Congo central, c'est maintenant la difficulté. Bon, la dernière fois que j'étais parti à Mwanda, et ça remonte à 3 ans, c'était en 2018. Et personnellement, c'est vraiment l'impression que la ville n'est pas très dynamique. Elle est vraiment statique. J'ai pas trouvé de changement majeur. Hein, donc, et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de chômage et les gens souffrent aussi. Il y a beaucoup de difficultés aussi. Mwanda est une zone côtière, une localité de la province du Congo central. Mais nous constatons que ceux de là s'approvisionnent toujours en biens de première nécessité en Angola. Donc la farine, les sardines, certains biens. Le sucre. Oui. Comment on explique ça? Parce que ça fait des années. Comment les choses ne changent pas? Je pense que c'est dû particulièrement à la non-industrialisation de notre pays. C'est pourquoi nous importons. Tout ce qu'on importe, c'est des biens manufacturés. Donc c'est des biens qui ont été transformés dans l'industrie. Et quand on parle par exemple de la farine, il n'y a pas seulement la farine de froment, il y a aussi la farine de manioc, ce qu'on appelle communément le foufou. Il y a le foufou qui est emballé, préparé, et qu'on renvoie encore vers nous et que nous achetons. Donc c'est un problème d'industrialisation. Et c'est ça, je pense, la difficulté de toute cette partie-là. C'est pourquoi nous importons les biens manufacturés de l'Angola. Dans cette zone côtière, vous avez Cabinda, vous avez le Point Noir, vous avez le port de Matadi quelque part quand vous remontez. Mais nous remarquons que dans la sous-région,
Mwanda, Banana et pratiquement le port de Matadi sont les enfants pauvres. Quand, par exemple, Point Noir s'améliore, s'industrialise, parce que, qu'on le veuille ou pas, vous êtes aussi du Congo central. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela, Papa Christophe Kisoloke? Je pense que c'est l'ensemble, c'est le résultat de l'ensemble des politiques qui ont été appliquées dans la province qui produit ça. Parce que vous avez parlé de Mwanda, de Banana, de Mwanda, de Matadi qui sont en difficulté, mais Matadi est moins en difficulté que Boma par exemple, parce que Boma se meurt, Boma est en train de mourir. Donc c'est vraiment une vision, on n'a pas eu la vision globale de cette affaire-là. Le port en eau profonde, ça devrait déjà être construit depuis longtemps. La force de Pointe-Noire aujourd'hui, c'est le port. Hein, c'est le port avec Bolloré. Bolloré qui a construit un grand port là-bas et ils sont en train de créer une zone franche qui va permettre de pouvoir transformer déjà de réceptionner déjà les marchandises qui viendront de l'étranger et à travers la route qu'ils ont construite, ils attendent plus que le pont. Avec le pont, automatiquement, et le port de Matadi et le port de Boma vont mourir de leur belle mort parce que ça va coûter plus cher d'envoyer nos marchandises passer par Boma ou bien Matadi que de les envoyer par Pointe-Noire et de prendre la route par conteneur directement, on traverse le pont en RDC. D'ailleurs, je pense que tout ce qui se fait à Pointe-Noire, c'est en prévision du grand marché de la RDC. Parce que le Congo-Brazza, c'est 3 millions de personnes à peu près. Mais quand on parle de la ville de Kinshasa seulement, on nous parle d'une mégalopole de plus de 16 millions de personnes. Donc, c'est un très grand marché et je pense que tout ce qui se prépare au niveau de Pointe-Noire, c'est pour le grand marché quinois. Donc maintenant, c'est normal que Pointe-Noire puisse tuer à terme Matadi et Boma. C'est pourquoi la bonne réponse, c'est le port en eau profonde de Banana qui viendra pour aider. D'après moi, je pense que si on veut sauver Boma et Matadi, on peut travailler sur 2 axes. L'industrie du poisson, on peut essayer de créer des industries de transformation du poisson, par exemple, au niveau de Boma. Hein, et Matadi va continuer à servir de port pour ceux qui veulent, pour les commerçants qui ne voudront par exemple pas mettre leurs conteneurs sur route de Mwanda jusqu'à Kinshasa. Ils voudront peut-être ça coûtera moins cher de les transborder, passer du gros navire au plus petit navire qui pourront remonter jusqu'à Matadi. À Matadi, on fait le chargement sur le conteneur par véhicule. Ça va leur faire gagner un peu d'argent parce qu'on peut économiser. Si déjà les économies vont de l'ordre de 50 à 60%, je pense que ça devient intéressant. Les gens vont utiliser Matadi comme un port de transit. C'est possible. Papa, permettez-moi, parce que nous allons vraiment rester au Congo central, parce que le Congo central a ses dignes fils et dignes filles qui ont fait parler positivement de la RDC, ou qui le font. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la famille de Papa Simon Kimbangu est parmi la famille des notables du Congo central. Papa, sur le plan du développement socio-économique du monde privé, par exemple, parce que le secteur privé aussi permet de développer une société. Nous avons connu des très grands noms d'hommes d'affaires du Congo central qui ont bougé le Congo. Mais actuellement, c'est comme si ça s'est estompé. La nouvelle génération n'a pas pu continuer. Si on doit compter les hommes d'affaires, les personnalités économiques et financières du Congo central, on peut en citer 2 ou 3. Mais ces légendes qui ont fait le Congo central, qu'est-ce qui se passe? Même les entreprises, même leurs activités, aujourd'hui laissées hériter par leurs fils et filles, ne se développent pas. C'est quoi le problème? Bon, ça c'est mon point de vue personnel. Dans notre culture, je ne parle pas de la culture Congo seulement,
mais nous parlons de la culture Congo dans son plus large spectre. Là, je me dis que il y a toujours eu un problème de transmission, de transmission aux générations futures. C'est ça le vrai problème. Peut-être que nos parents ne nous ont pas assez formés pas formés en termes d'éducation, de scolarité, pas ça, mais formés en termes de sens de responsabilité. Ils ne nous ont peut-être pas transmis assez de responsabilités pour que nous puissions continuer ce flambeau et tenir le flambeau et le donner aux générations futures. Peut-être c'est ce problème, ce devoir de transmission qui n'a pas été parfait, peut-être pas à cause de la culture aussi, parce que prenons chez les Bas-Congo, je sais que dans le Congo central, c'est déjà très difficile à un parent de parler avec son enfant sur le futur, donc quand il ne sera pas là. C'est très complexe. C'est très difficile de trouver des parents qui disent que quand je ne serai pas là. Donc le parent considère qu'il sera toujours là. Et quand on regarde des choses comme ça, c'est difficile de pouvoir transmettre, de pouvoir transférer le flambeau. Et c'est ce qui crée tout ce désordre-là. En RDC, le premier Congolais à avoir une banque, il est du Congo central. Bien sûr. En RDC, le premier Congolais à faire venir des produits de grande qualité venant de l'étranger pour la RDC, c'est du Congo central. Bien sûr. Des plus grands entrepôts du Congo central. Oui. Mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est ce problème. Mais justement, c'est ce que je dis. Je crois qu'il y a un problème de transmission. Et à part cette transmission-là de père en fils, on a aussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il y a aussi un non-accompagnement des gouvernements. Pratiquement tous les gouvernements qui sont passés n'ont pas mis l'emphase sur le développement de ces jeunes entreprises, mais l'accompagnement des entreprises existantes. Je pense que ça aussi, c'est un autre problème. Mais ce cas-là n'est pas seulement dans le Congo central. Quand on va aussi, je sais que j'ai beaucoup travaillé sur le Grand Équateur, pour relancer les activités du Grand Équateur. On avait beaucoup travaillé là-dessus, et aussi forcé de constater que même au Grand Équateur, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'activités abandonnées, que ce soit les exploitations agricoles, que ce soit industrielles, beaucoup de fermes d'ailleurs sont abandonnées, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de... Donc c'est quelque chose de général, je pense. Par indiscrétion, il y a un de nos tables du Congo central avec qui on avait échangé. Il m'a dit, cher journaliste, ce qui nous arrive au Congo central, c'est parce que la nouvelle génération qui est arrivée du Congo central n'est pas entreprenante. Eux ont vu les parents qui avaient de l'argent, ont voulu juste aller faire des études en Europe, à l'étranger, mais ils ont oublié que la richesse dont ils bénéficient aujourd'hui, leurs parents sont partis de Lukula, de Kulumbongo, de ces coins retranchés de Mwanda. Ils ont juste commencé avec quelques poissons. Ils disent, eux ne veulent pas passer par là. Eux veulent Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Je dis, ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas la formation scolaire ou académique qui vont produire les entrepreneurs, mais c'est l'esprit. J'ai parlé de responsabilité. Donc justement, pourquoi j'ai parlé de sens de transmission. Les parents nous ont légué l'éducation, mais ils ont oublié de nous transmettre le sens de la bataille, de se battre, créer. Ils ont oublié de nous transmettre. C'est pourquoi j'ai parlé de transmission. Eux, c'était des créateurs, des créatifs. Ils se sont battus pour créer quelque chose. Mais ils ne nous ont pas appris comment créer. Ils nous ont juste formés à être des gestionnaires. Et quand on est gestionnaire, on ne crée pas. On ne crée pas, on gère que ce qu'on trouve. Et quand il y a un environnement économique qui vient déranger, perturber ce fonctionnement, automatiquement ça périclite. Nous sommes passés par des circonstances, l'instabilité politique, les situations internationales qui ont fragilisé notre industrie, et c'est ce qui a fait que les enfants n'étaient pas assez outillés pour pouvoir surmonter ça. Ils avaient l'éducation, ils avaient la formation, mais ils n'avaient pas ce sens des affaires-là que les parents avaient, qu'ils n'ont pas pu transmettre.
comme je dis, c'était difficile à un enfant de parler à son père du futur quand le père ne sera pas là. Voilà. Papa, pour beaucoup de Congolais qui quittaient d'autres provinces, le Congo central était ce qu'on appelle havre de paix. Oui. J'habite Mwanda, j'habite Goma, j'habite Sheila. Mais comment expliquer que c'est fragilisé, cette déliquescence, l'insécurité, les tourbillons politiques avec les gouverneurs, les différents gouverneurs? Qu'est-ce qui explique ça? Et quelles sont les pistes de solution pour relever notre chère province, le Congo central, que nous aimons beaucoup? C'est vrai que pour moi, je pense que le problème du Congo central, c'est Kinshasa. Oui, Kinshasa, ça c'est mon raisonnement. Kinshasa, c'est un melting pot. À Kinshasa, c'est une mentalité particulière. C'est Kinshasa. On retrouve toutes les tribus, toutes les ethnies, on retrouve tout le monde ici et on a créé une culture qui est pratiquement propre à Kinshasa. Hein? La culture quinoise. Et cette culture-là a ses habitudes, ses réactions, et puis certaines difficultés économiques ont fait que les gens ont commencé à se débrouiller de n'importe quelle manière et très souvent de la mauvaise façon. Et étant donné que le Congo central, c'est vraiment l'antichambre de Kinshasa, si on veut. On subit toutes les influences de Kinshasa, c'est ce qui fait que tout ce qui s'est fait à Kinshasa s'exporte dans le Congo central. Aujourd'hui, vous allez jusqu'à Mwanda, et jusque dans les Ntiamfumu, dans les coins reculés, on parle lingala. Ils vous parlent lingala très bien. Donc, pour dire que la culture quinoise a traversé, a bien circulé, étant donné la proximité du Congo central et de Kinshasa, les influences sont vraiment nettes, très sensibles. Donc on va de Kazangulu jusqu'à Mbanzangungu, on peut même avoir l'impression d'être à Kinshasa. Papa, pour terminer cette page par rapport au Congo central, quelles sont vos initiatives privées en termes de votre fondation que vous avez menée là-bas? Vous avez eu à rencontrer les orphelins, vous avez eu à faire des processus dans le domaine? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est que nous, on voulait vraiment tabler sur l'accompagnement des familles, sur les enfants abandonnés qu'on appelle les chégués, parce que malheureusement même là-bas, le phénomène se développe. Il y a les enfants abandonnés et l'éducation. On voulait beaucoup voir un peu sur l'éducation et l'emploi aussi. Pour les orphelins, les orphelinats, évidemment, on a fait la prospection, on a visité aussi et intervenu directement pour un orphelinat. Pour un orphelinat géré par une sœur religieuse. On a visité, on propose de signer un partenariat, mais on a apporté de l'aide aussi. Et on essaie de voir comment est-ce qu'on peut pérenniser cet accompagnement-là avec eux. Et puis on a visité encore d'autres orphelinats. Et à part ça, nous avons aussi discuté avec les jeunes et tout ça pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il y a le chômage, le taux de chômage est très élevé dans la province. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, beaucoup de main-d'œuvre qu'on utilise là-bas, c'est de main-d'œuvre qui viennent d'autres provinces, malheureusement. Donc on n'engage pas la main-d'œuvre locale. Et ça aussi, c'est un autre problème. Alors c'est pourquoi on voulait voir comment créer même une agence qui va nous permettre de placer des gens, des jeunes, dans le marché de l'emploi. Nous recevons pour vous Papa Christophe Kisoloke, petit-fils de Papa Simon Kimbangou. Avec lui, nous échangeons parce qu'il est aussi analyste social. Papa, vous avez parlé de la jeunesse, maintenant nous allons parler de la jeunesse. Il y a un phénomène écœurant qui subit actuellement, celui de la consommation de la drogue, dénommée comme une drogue artisanale qui est produite à partir de certaines substances des véhicules. Et cette drogue artisanale a comme habitude de pouvoir laisser les jeunes, quelqu'un qui dort mais qui est debout. Et il y a quelques jours,
la police nationale congolaise a démantelé tout un réseau. Nous allons faire une démarche analytique pour comprendre pourquoi d'abord les jeunes se livrent à la drogue selon vous. C'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi, c'est parce qu'ils veulent planer, oublier leurs problèmes. Qu'est-ce qui en est la cause selon vous? D'abord, c'est ce phénomène de drogue, c'est quelque chose de déplorable pour notre société d'abord. Mais vous avez posé les questions et vous avez répondu. Je pense que les deux propositions sont liées. Quelqu'un qui n'a pas d'emploi, quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui souffre, qui a faim et tout, peut être porté justement pour oublier toutes ces souffrances-là, peut être porté à consommer de la drogue pour oublier ses souffrances. Donc ça peut être une réflexion qui peut être dans ce sens-là. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que, oui, on voit qu'il y a des jeunes qui prennent, qui consomment cette drogue-là. Mais le phénomène Kuluna, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est un problème qui est récurrent. Et pour passer du Kuluna au consommateur, le pas est vite franchi. Donc ça veut dire que les vrais problèmes sont là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les jeunes? Comment on doit les occuper? Comment on doit les faire travailler? C'est comme ça, parce que s'ils sont occupés, ils ont un travail, ils ont des revenus, ils peuvent se projeter pour l'avenir, ça change toute la dynamique. On regarde les choses différemment. Mais là, quand on sait que la vie est figée, il n'y a rien, il n'y a pas de changement, rien ne doit se passer, c'est normal qu'on puisse être porté à aller, parce que quand on regarde bien qui consomme ces drogues-là, c'est généralement, quand je regarde les photos que j'ai, les images et tout, je regarde ces gens-là, c'est pas la classe moyenne, c'est pas des gens qui travaillent. Ça se voit que c'est des gens qui travaillent pas. Mais le danger, c'est que quand ils ont commencé, il faut les sevrer après. Parce que si on ne va pas les sevrer, même si on leur donne du travail, étant donné que la consommation est déjà là, ils pourront perpétuer ça et créer une classe des gens qui vont commencer à consommer de la drogue malgré qu'ils ont des bons revenus, ils ont un travail. Donc c'est quelque chose contre lequel il faut lutter, mais pas simplement arrêter les fabricants, parce que la nature a horreur du vide. Dès que vous allez arrêter les fabricants, il y a d'autres fabricants qui vont sortir. C'est aussi clair que ça. Quand nous prenons l'exemple de l'église kimaliste, comment vous occupez la jeunesse kimaliste, par exemple? D'abord, on essaye au maximum, parce que moi je travaille avec la fondation qui est un peu le bras social de l'église. On travaille beaucoup dans la formation, donc beaucoup de recommandations pour les études. On met l'emphase sur l'éducation, on essaie d'éduquer au maximum les jeunes et pour leur donner le sens de responsabilité. Et en même temps, même au sein de l'église, nous avons du travail qu'on leur donne. C'est pas comme un travail quand tu travailles dans le privé, mais au moins il y a de l'occupation, on les occupe. On les enseigne, on les occupe et on essaye en faisant ça à les protéger des maux qui peuvent ronger la société. Un sérieux problème. Est-ce que dans les églises aussi il y a des gens qui consomment la drogue? D'après moi, je pense que dans toutes les églises, je pense qu'il y a des gens qui vont consommer une forme ou une autre de drogue. Ça on peut pas nier ça. Mais je pense que en termes de quantité, en termes de statistiques, je pense pas que ça soit aussi égal avec les gens qui ne prient pas, qui sont hors de l'église. Je pense qu'à l'église, il y a quand même un meilleur encadrement, les gens sont beaucoup plus occupés, on essaye de les prévenir contre plusieurs maux. Je pense que l'impact est beaucoup moins qu'à l'extérieur. Papa, question sur laquelle vous avez relevé, manque d'éducation, de formation et manque d'emploi. Ce cocktail réuni, lorsque nous regardons le tableau de bord, est-ce que dans 20 ans, par exemple, aurons-nous des personnes responsables qui vont diriger cette nation? En voyant tous ces éléments-là tous ces éléments que vous avez relevés, notamment manque d'éducation, manque d'emploi et
manque d'encadrement. Est-ce que vous-même, quand vous regardez les signaux, vous regardez comment vous avez été éduqué dans la famille kibongiste, comment vous avez été éduqué par vos parents, les valeurs. Vous vous dites que dans 20 ans, nous aurons des médecins de qualité, des professeurs de qualité, des magistrats de qualité, nous aurons des gouverneurs de qualité, des députés, des présidents de la République de qualité, quand nous sommes en train de dresser tous ces éléments que nous venons d'observer. Je pense que si on se projette dans 20 ans, ça veut dire qu'en 20 années, on peut former les gens. En 20 ans, on peut former les gens de qualité. 20 ans, c'est beaucoup. Donc aujourd'hui, l'avenir dépendra des politiques qu'on va arrêter maintenant. Si on les arrête, on arrête des bonnes politiques maintenant, ça veut dire que dans 20 ans, on pourrait avoir une nouvelle jeunesse qui va commencer à monter au créneau, qui va commencer peut-être à transmettre des bonnes valeurs. Mais maintenant, la chose importante, on ne dit pas que toute la société congolaise est corrompue, ou bien est inconsciente, ou bien irresponsable. Non, il y a des gens qui ont la réflexion, qui ont la pensée, qui réfléchissent sur ça, qui savent, qui constatent, qui essayent aussi. Il ne faut pas oublier ces gens-là qui essayent d'apporter quelque chose. Bon, je ne vais pas aller chercher loin. Je parle de vous, par exemple, en tant que journaliste. Pourquoi vous me posez ces questions? Parce que ce sont des questions de société. Ce sont des questions qui vous ont dérangé. Vous voulez avoir des réponses par rapport à ça, c'est pourquoi vous êtes là. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qui se fait déjà. Donc, si vous êtes là, peut-être qu'il y a d'autres gens aussi, il y a d'autres personnes. C'est que moi j'appelle les voix des sans-voix, les gens qui parlent, qu'on n'écoute pas assez, mais il y en a, ils existent. Moi j'aimerais que ces gens-là aussi parlent. J'aimerais que ces gens-là occupent aussi des fonctions, occupent aussi des responsabilités qui pourront leur permettre justement d'influencer positivement la société congolaise. C'est possible, 20 ans, c'est largement suffisant pour que nous puissions arrêter des politiques maintenant et obtenir des résultats d'ici 20 ans. Lors des manifestations politiques, nous remarquons que ce sont les jeunes qui descendent dans la rue, ce sont les jeunes qui cassent, qui revendiquent. Mais ces vieux papas politiques, eux sont dans le dos. La place des jeunes au sein des partis politiques. Comment les partis politiques peuvent mieux encadrer leur jeunesse afin qu'ils soient utiles pour relever leur parti politique? Parce qu'à chaque fois, quel que soit le camp des partis politiques, vous regardez la génération de ceux qui revendiquent dans les rues. Deux fois, nous nous posons la question, est-ce qu'ils ont compris le pourquoi de leurs revendications? On leur embarque, on leur embrigade et tout descend dans les rues. Comment, vous en tant qu'analyste, vous en tant que sculpteur de la société, pouvez-vous interpeller les politiques à mieux former, gérer ces jeunes qui sont au sein de leur parti politique, souvent qui restent à l'extérieur même des sièges, mais quand il y a revendication, ils sont au premier rang? Non, justement, tout part de l'éducation. On n'a pas besoin nous n'avons même pas besoin d'expliquer à des jeunes bien éduqués, bien instruits, bien cultivés, qui comprennent. On n'aura même pas besoin de leur dire qu'est-ce qu'ils doivent revendiquer. Ils le sauront. Mais c'est parce que justement, aujourd'hui, on est en déficit d'éducation, on est en déficit de formation. C'est pourquoi nous avons ce type de réaction-là. C'est des gens qui viennent pour casser, ils viennent pour poser des actes de vandalisme sans pour autant comprendre. Comprendre c'est la politique, les méandres de la politique sont très complexes. Si on n'est pas averti, on peut faire une action en pensant que c'est une bonne action, mais pendant que, en fait, on ne se projette pas dans l'avenir et on ne regarde pas ce que ça peut créer comme d'autres problèmes. On ne le regarde pas parce qu'on n'est pas assez éduqué. Donc, le problème, ce n'est pas simplement les partis politiques. Parce que les partis politiques utilisent les jeunes comme chair à canon, c'est tout. Ils les utilisent comme des nègres. C'est eux qu'on envoie. Mais le vrai problème, c'est que les politiciens derrière, d'abord eux-mêmes, il faut que ce soit des personnes assez élevées moralement, qui soient des personnes assez responsables pour comprendre. Si eux-mêmes déjà
de prime abord, ils ne sont pas assez instruits, pas assez éduqués, ils n'ont pas cette conscience, hein, ils n'ont pas cette conscience de la collectivité. Comment veux-tu qu'ils produisent un enseignement qui va encadrer les jeunes pour qu'ils n'aillent pas casser, mais qu'ils aillent revendiquer? Voilà, c'est l'éducation, tout part de là. Mais alors moi je reviens à la première assertion qui disait que le gouvernement, la famille, les communautés doivent vraiment recentrer l'éducation vers les jeunes, vers les enfants pour leur donner des perspectives différentes de ce qu'eux ils entrevoient dans la rue. Parce que là c'est la rue qui éduque nos jeunes, c'est pas nous les parents. Papa, avant de passer à un autre sujet qui parlera de la lutte contre le tribalisme, l'appel à l'unité, cohésion nationale. Nous allons parler d'une dernière tranche des jeunes, hein, que l'on néglige souvent. Les jeunes qui veulent s'adonner au sport, à la culture, comme musiciens, peintres. Mais comment mieux les accompagner? Parce que je prends un cas, un artiste musicien de 27 ans jeune, tel que Innocent Baloumé, vous voyez, il a fait des maisons pour s'illustrer à Goma. Peut-être Innocent a eu la chance de naître dans une bonne famille, où les parents, sa famille l'ont encadré. Mais comment faire pour ces jeunes de Kimbanseke, de Matete, de Lukula, de Bukavu, de Bujala, de partout de la RDC, à pouvoir dire que non, je suis jeune? Ça ne veut pas dire que si je vais dans le sport ou dans la culture, que je suis un sous-homme, mais il faut être mieux encadré. Vous, en tant qu'analyste de la société, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette tranche de la jeunesse, mais souvent qui est négligée? Bon, je me dis que quand un corps est malade, quand le corps est malade, on n'espère pas que la main, le bras sera en bonne santé pour pouvoir accomplir quelque chose. Tout est relié. On parle de cet encadrement, on parle de l'éducation. Tout est relié. Ceux qui ont eu la chance de bénéficier d'une bonne éducation parce qu'ils étaient de bonne famille, ceux-là, ils ont profité de ça. Mais pour les autres, on revient encore à l'éducation, à l'encadrement de la société. J'ai beaucoup aimé l'idée c'est un député, je ne me rappelle plus le nom, qui a parlé de chef de rue. Je ne sais pas si c'est... Voilà, c'était l'honorable Ntsing Pouloulou, voilà. Il a parlé de chef de rue. J'ai beaucoup aimé cette idée-là. Donc ça veut dire... Ça existait déjà. Hein. Ça existe, mais justement, c'est pas nouveau. Ce n'est pas une création. C'est pas une création, ça existait. Les Belges... Ah, oui, donc j'aime bien l'idée qu'on remette ça d'actualité parce que ça va nous permettre de connaître les personnes, hein, d'avoir de savoir ce que les gens font, même très proche de ça. Nous permet de suivre l'éducation des enfants et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Donc tout revient toujours à la formation, à l'éducation, à l'accompagnement. C'est tout. Nous recevons pour vous Papa Christophe Kisolo-Kele, petit-fils de Papa Simon Kimbangu. Il est analyste de la société, il est homme d'église. Nous échangeons pour voir un peu l'actualité de notre pays dans différentes thématiques, pour comprendre là d'où nous venons et où nous allons par rapport à certaines problématiques. Vous l'avez remarqué sur les réseaux sociaux, des appels à attaquer telle tribu, de se fâcher à telle tribu, et on relie des acteurs politiques à leur origine tribale. Donc on va vers la séparation, on va vers la division, on tend vers l'affrontement de la société parce qu'il y a certaines personnes mal intentionnées qui veulent plus présenter les différences, essayer de faire des caricatures par rapport aux origines de certains leaders politiques, certains leaders religieux. C'est la raison pour laquelle nous venons auprès de Papa Christophe Kisolo-Kele, qui est homme d'église, qui est un notable de la société, qui est un responsable parent, pour cet appel à l'union et cet appel à dire non au tribalisme.
Papa Christophe, sur lequel vous le voyez dans les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui disent non, si le pays ne va pas bien, c'est parce qu'il y a tel tribu au pouvoir et tel tribu au pouvoir fait ceci, cela. Il y a certains qui disent que non, si nous ne avançons pas, parce qu'il y a tel tribu qui bénéficie. Est-ce que ce pays est appelé encore à revivre des clivages tribalistes? De toutes les façons, je pense que c'est très mauvais. Hein? C'est très mauvais de créer ce climat-là parce que c'est que ça va engendrer, on ne pourra pas le contrôler. La force de la RDC, ce n'est pas une tribu, ce n'est pas une autre tribu. La force de la RDC, c'est le vivre ensemble. Et c'est difficile à expliquer aujourd'hui. On va essayer de trouver un sens. C'est vrai que culturellement, quand on est au Katanga et quand on est à l'Équateur, c'est différent. Quand on est à la province orientale, la grande province orientale, quand on est dans le Congo central, c'est différent. Il y a des caractères. Moi, je préfère parler de caractères que de coutumes. Je préfère avoir des caractères. Je dis les caractères sont différents, peut-être dus à l'environnement. Ça crée des personnes différentes. Parce qu'on peut prendre prénom, quand on parle des tétés là, on l'appelle les tétés Anamongo. Donc ça veut dire qu'ils viennent de la tribu Mongo. Mais quand on regarde les deux mentalités, c'est différent. Et pourtant, c'est la même tribu. Donc, pour dire quoi? C'est juste pour dire que ce qui fait qu'on soit ensemble dans la RDC dépasse nos tribus. Parce qu'on ne peut pas expliquer ça. Ça fait des années qu'on est ensemble, qu'on vit ensemble. On ne sait pas se séparer. Chacun peut tirer, c'est comme une corde, on essaie de tirer, mais en bout de ligne, la corde, elle est toujours là, elle tient. On est toujours congolais, on se sent toujours appartenir à un même espace. Ça, c'est déjà la force c'est la force de l'espace. Peut-être que mon grand-père, Papa Simon Kimbangu, il a fait le contour de tout ce pays et il a dit que ce pays ne sera pas divisé. Donc, peut-être qu'on tient de ça aussi, qu'on soit aussi unis, qu'on soit aussi fort. Et aujourd'hui, créer ce tribalisme-là, c'est vraiment une grosse erreur parce que c'est même ceux qui pensent même que c'est une arme qu'ils peuvent utiliser se trompent. Pourquoi? Pour la simple raison que on a parlé du Grand Kasaï. On dit on ne veut pas des Kasaïens, par exemple. Ah non, c'est des Kasaïens, on ne veut pas de Kasaïens et tout ça. Mais quand tu parles avec des Kasaïens, il y a des Kasaïens qui vont te dire que moi, je suis Moutété, là, je ne suis pas Moulouba. Et l'autre va dire, moi, je suis... il y a d'autres tribus. Moi, je suis Songé. Je ne suis pas Moutété, là. Je ne suis pas Kassaïen. Donc, ça veut dire que même si on décortique même dans les Songé, tu vas aller retrouver là-bas chez les Songé que moi, je suis Songé, mais je suis pas avec telle communauté, on ne fonctionne pas avec eux. Et on descend maintenant dans ces parties, on va voir que oui, nous, on est peut-être de cette partie, mais nous, notre famille, nous ne pouvons pas avoir des liens avec telle famille. Donc, si on commence avec le démon de la division, ça va nous suivre jusque dans nos familles. Et quand les familles seront disloquées, on va se rendre qu'on n'a pas perdu seulement un pays, mais on a perdu notre âme. Et ça va commencer le problème. C'est pourquoi je suis très révolté, très remonté contre ceux qui veulent introduire le tribalisme. C'est pourquoi d'ailleurs quand vous me dites, oui, vous êtes originaire du Congo central, moi j'ai comme un petit pincement de cœur pour dire, oui, mais c'est vrai, mais je ne me sens pas. Je ne sens pas que je appartiens. Là. Je dis, moi, je peux être à Lubumbashi, je suis chez moi. Je vais être à Kolwezi, je suis chez moi. Je vais être à Mbujimaï, je suis chez moi. Je peux être à Lissala, à Bumba, à Badolite, ou bien à Bandundu-Ville. Je suis chez moi. Comment renforcer le vivre ensemble? Parce que nous sentons que le politicien veut utiliser le tribalisme comme raison. Oui, c'est un faux problème. Le président Mobutu, paix à son âme, a quand même eu l'idée géniale, l'idée géniale de nommer à la tête de chaque province, à l'époque ça s'appelait des régions, à la tête de chaque région un non originaire. Et on remarquait que c'était une transmutation comme ça. Il y a quelqu'un du bas Congo, du bas Zaïre, qui s'est retrouvé, les Takizala à gauche, à droite, il y avait les
Nzuzuambombo, dans le bas Congo, dans le bas Zaïre, voilà. Et ça a créé, c'est ça qu'on a essayé de créer une identité nationale qui allait au-delà des tribus, qui allait au-delà de familles, qui allait au-delà des ethnies. On a créé il fallait qu'on continue dans ce sens-là, c'est le moyen. Et puis le melting pot, c'est important. Il faut que les gens aussi aillent découvrir. C'est pourquoi je suis partisan de la spécialité par province. Je veux qu'il y ait des provinces qui se spécialisent dans des domaines bien précis. Comme ça, tous les enfants des autres provinces iront dans ces provinces-là pour apprendre cette technique-là. Et chaque province, et ainsi de suite, on va créer ce mélange-là. On pourra envoyer des gens en immersion éducationnelle, culturelle, linguistique. Hein, il y a des enfants qui partiront du Congo central pour aller étudier à Mweneditu, qui apprendront à parler Chiluba, qui connaîtront la culture Luba et qui vont apprendre les spécialités locales, et ainsi de suite. Ça sera une bonne façon, par l'éducation, de recréer ce sentiment d'appartenance nationale. Dans l'histoire de ce pays, parmi les tout premiers à être le pilier de l'Union nationale, il y a Papa Simon Kimbangu. Pourquoi Papa Simon Kimbangu comptait sur l'Union nationale, sur le vivre ensemble? Lui qui devait circuler tout le Congo, mais qui pouvait être là, avoir des disciples à envoyer, mais lui-même voulait se déplacer pour voir ses frères et ses sœurs de tout le Congo. Non, comme je dis, il y a une force qui va au-delà, de la simple intelligence humaine et qui va toucher d'autres niveaux. C'est cette force-là qui nous met ensemble. Papa Simon Kimbangu, quand on parle de Papa Simon Kimbangu, il a commencé par le Congo central et il est parti en mission pastorale ou en une mission pastorale forcée parce que c'était en tant que prisonnier qu'il est parti. Mais partout où il est passé, il a laissé une trace et il a parcouru exactement toutes les frontières. Mais c'était en tant que prisonnier. Et il s'est arrêté à Lubumbashi, je m'excuse. Il est resté 30 ans à Lubumbashi et à sa mort, quand on a récupéré son corps pour le ramener dans le Congo central, il est passé par les deux Kasaï. C'était comme ça qu'il a cloisonné. Et dans ses discours, dans ses homélies, il disait toujours que ce pays restera un et indivisible. Cet espace, parce qu'à l'époque c'était encore sous l'empire colonial, mais il parlait de l'espace. Cet espace Congo restera un et indivisible. Papa, nous tournons déjà à la fin de nos échanges. Nous allons parler de la CIMI. Et Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef de l'église kimaniste, a réitéré son soutien à M. Denis Kadima. Coupant court à certaines rumeurs. Comment analysez-vous ces propos? Comment analysez-vous ce qui vient de se passer là? Vous l'avez dit, pour couper court aux rumeurs qui faisaient peut-être état de suspicion, de doute sur son appui à la candidature de M. Kadima. Je pense que pour couper court à ces rumeurs-là, il est monté au créneau pour expliquer que non, ce choix venait de lui. Donc c'est lui qui a fait, en fait, c'est l'église kimbanguiste qui a fait le choix de M. Kadima. Il a pris ses responsabilités en main et puis il est passé au créneau. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pouvez-vous affirmer que M. Denis Kadima est un bon candidat, selon l'église kimbanguiste? Personnellement, je ne connais pas M. Denis Kadima. Donc, ça me sera difficile de pouvoir donner un avis sur sa candidature. Mais je suppose que si l'église kimbanguiste a porté le choix sur M. Kadima,
je suppose qu'ils avaient un critérium qui ont fait qu'ils puissent l'appuyer. Mais personnellement, le dossier, je ne le maîtrise pas. Est-ce que, en fait, lorsque l'Église kimaniste pose ce geste à soutenir la candidature de M. Louis Kadima, est-ce que ce n'est pas quelque part dire non au large consensus privilégié par l'Église catholique et l'Église protestante? Je ne sais pas ce que vous appelez large consensus, parce que je suppose qu'il y a huit communautés. Hein, s'il y a 8 communautés qui sont représentées dans la commission. Dans la commission pour le choix. Il y a 8 communautés qui sont représentées là. Je suppose que chaque communauté est responsable et ils ont une voix. C'est comme le Conseil de sécurité. Ils ont une voix, ils ont le droit de dire quelque chose. Dans la procédure, il y a le consensus. Si le consensus ne tient pas, il passe au vote. C'est ce qui s'est passé. L'Église catholique et l'Église protestante n'étaient pas d'accord. Voilà, avec leur choix. Les 6 autres, l'Église kimaniste et les autres avaient leur choix. Voilà. Donc ça fait comme 2 camps. Voilà. Ils devaient voter normalement. Ils ont voté, mais là, l'Église catholique et protestante, eux demandent même l'annulation du vote pour le consensus soit privilégié. C'est sûr que à moi, si vous posez la question, je dirais que c'est sûr que je préfère toujours le consensus, parce que nous sommes épris de paix, de justice. On veut toujours dans notre environnement qu'effectivement que les âmes soient apaisées. On veut prendre des décisions qui vont contenter tout le monde. Sous l'arbre à palabre, comme on dit. Prendre des bonnes décisions qui pourront contenter tout le monde. Donc, si dans ma logique à moi, je privilégierai toujours le consensus. Le dialogue, c'est le maître mot pour moi. Maintenant, que si on dit qu'on a quand même au-delà ou contre le consensus, on a quand même fait une élection et que l'Église catholique et protestante veulent revenir à ça. Ça, c'est moi. C'est pas nous, c'est pas moi qui décide, qui donne des orientations, mais du moins, je dirais, il faut qu'ils se mettent ensemble. Il faut qu'ils se remettent ensemble, il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils discutent, qu'ils nous donnent quelque chose qui sera apaisé. Nous avons besoin d'un climat apaisé. On ne veut pas à chaque fois des pyromanes qui allument les feux et qui font tout brûler. On veut passer à autre chose, passer au développement, penser à toutes ces familles qui ont la difficulté même à manger, qui ont de la difficulté à survivre. Parce qu'aujourd'hui, on parle de survie. On ne parle même pas de vie, on parle de survie. Il faut penser à eux, comment passer à autre chose pour que les gens qui iront, qui seront là devant, qui vont animer les institutions, soient animés d'une seule préoccupation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce pays soit un endroit agréable à vivre pour tous? C'est ça la bonne question. Donc, je suis un homme du consensus. Papa Simon Kimba Onkianan parle très peu politique et il est parmi ces chefs de Dieu qui est très discret. Mais s'il prend le devant de la scène pour parler, vu que c'est une personne calme, tolérante, c'est pour dire quelque part l'Église kimaniste en avait assez de certaines tergiversations, allant même aux supposées corruption de 6 confessions religieuses qui ont soutenu ou qui soutiennent par exemple la candidature de M. Louis Kadima. Oui, justement, c'est pourquoi j'ai dit je préfère le dialogue, je préfère le consensus. Pourquoi? Justement pour ne pas verser dans des solutions, dans des dires, dans des supputations, dans des suppositions faciles. Parce qu'il est plus facile aujourd'hui d'accuser les uns comme les autres de quelque chose. Mais il est plus difficile de se mettre ensemble pour discuter des vraies choses. Or, on doit choisir la difficulté parce que c'est de la difficulté qu'on va pérenniser l'idée même d'un espace apaisé, l'idée même d'une solution apaisée pour tous. Donc, malgré que c'est difficile, mais il faut aller là. La solution de facilité de dire que les Kimbanguis se sont corrompus et de dire que les catholiques et les protestants ne veulent pas de ça, ils ont des agendas cachés. Les gens s'accusent mutuellement comme ça. Je pense que ce n'est pas la bonne solution. Dans notre culture, on privilégie le dialogue. C'est pourquoi dans tout ce qu'on fait,
on parle de dialogue à la naissance. On discute, Kinzonzi, on donne quelque chose. Tout ça. À la mort, on discute, on donne. Mariage, on discute, on donne, on partage. À tous les événements, il y a toujours le dialogue qui est privilégié. Et je crois que même au niveau de la politique, nous devons apprendre à dialoguer, à nous parler les uns les autres, à essayer de nous comprendre pour produire quelque chose qui sera profitable à la société. Peut-être que Papa Simon Kimbankiangani en a eu marre de ces attaques-là, c'est pourquoi il a pris une position, mais c'est lui qui a pris cette position, c'est lui qui a jugé qu'il devait prendre cette position. Mais moi, je pense que le mieux, c'est toujours d'aller vers le dialogue. C'est la meilleure façon de discuter le plus longtemps possible. Et s'il faut les enfermer quelque part, on les enferme. Il faut qu'ils trouvent un consensus ensemble. C'est ce qui serait bien pour la société. Le candidat, les nouveaux animateurs de la CENI devaient être présentés entre 2 à 1 mois déjà, 1 à 2 mois déjà. Il y a un retard, on tergiverse, on ne sait même pas s'il y aura le bout du tunnel. Il y a certains qui, par exemple l'Église catholique et les CC qui souhaitent rencontrer le chef de l'État pour qu'il s'implique. Il y a les 6 autres confessions religieuses qui veulent déposer le nom du candidat pour que l'Assemblée nationale fasse son travail. L'opinion se pose la question de savoir pourquoi c'est si compliqué entre les confessions religieuses. Parce qu'on a cru que ça irait vite et ça sera simple parce que ce sont des hommes de foi. Mais ça prend tout ce temps. Maintenant, le retard qui va être posé sur le calendrier électoral, parce que nous n'oublions pas, il y aura aussi le recensement. Est-ce que l'Église sera d'accord de porter le chapeau de ce retard qui sera constaté s'il y a retard? Je pense que je ne suis pas... comment dire? Je ne suis pas... Ce soir, je ne vous épargne pas. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Mais je dis, je ne suis pas en position de dire si oui ou non ils vont accepter ou pas accepter. Je suppose que chacun connaît ce problème-là. Ils ont cette problématique-là sur la table. Ils le savent. Ils savent que les conséquences suivront toujours les actes qu'on va poser. Ils le savent. Ils connaissent à peu près le calendrier tel que on l'a proposé, ils le savent. Donc ils ne sont pas innocents dans ça. Donc si aujourd'hui on accuse un retard quelque part, écoute, je ne sais pas si l'Église va reconnaître que c'est eux, mais je me dis que tout le monde, nul n'est censé savoir que tel processus entraîne ça, ils le savent. Papa, nous allons terminer. Il y a de cela quelques semaines, le gouvernement de son Excellence Sama Lukonde Kyenge est totalisé 100 jours. Quelle est votre appréciation? Ils sont dans la bonne direction, ça va, ça ne va pas? Pouvez-vous les coter? Je pense que 100 jours, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même temps. Je crois que 100 jours, c'est comme, pour moi, hein, c'est comme une période de réflexion, hein, de réflexion et de projection. On réfléchit, on prépare un bon plan, on s'arme, on organise tout pour qu'après les 100 jours, qu'on n'ait plus de justification, que ça se mette en place. À les écouter, on a l'impression qu'ils ont des idées. Les idées sont là, ils veulent faire quelque chose, ils veulent emmener un changement. D'ailleurs, ils se sont appelés le gouvernement de Warriors, des guerriers. Donc, je suppose qu'un guerrier, c'est pour la guerre, c'est pour se battre contre quelque chose. Et s'ils ont choisi pour créneau de se battre contre le sous-développement, se battre contre le manque d'éducation, la famine, le manque de développement, la non-industrialisation du pays, les infrastructures et tout ça. S'ils vont en guerre contre tout ça, je pense qu'on peut espérer. Moi, je regarde généralement, je regarde la bouteille à moitié remplie. Je ne regarde pas la bouteille à moitié vide. Je regarde toujours la bouteille à moitié remplie. Donc, j'ai l'espoir qu'on pourra compléter ce qui manque pour faire une bouteille pleine. Donc, je garde espoir. Je me dis pourquoi pas. On va leur donner la chance
et on va prier pour eux, les accompagner dans la prière, dans nos pensées, dans nos retraites, vraiment penser à eux pour que ça puisse produire quelque chose. Je ne suis pas de l'école des gens qui maudissent simplement et qui font rien. Moi, je dis non. On donne la chance, on donne l'occasion à ceux qui disent qu'ils peuvent essayer, qu'ils essayent. Entre-temps, nous, on essaye de les accompagner et si Dieu est aidant, ça aboutit à quelque chose de bien, nous allons applaudir. Mais notre souci, c'est vraiment d'aller vers quelque chose, d'une solution qui sera profitable au peuple. C'est ce que le président Félix Tshisekedi dit. Il dit le peuple d'abord. Ben justement, nous pensons d'abord au peuple. Nous pensons d'abord au peuple. Un grand merci, Papa Christophe Kisoloké. C'est moi qui vous remercie. Nous avons reçu pour vous, Papa Christophe Kisoloké, petit-fils de Papa Simon Kimbambo, analyste social et homme d'église. Avec nous allons parler de divers sujets comme le central, le phénomène de la drogue et tant d'autres sujets pour chuter par rapport à la CENI, ainsi que un questionnement sur les 100 jours du gouvernement Samamouko Kélé. Merci de l'avoir suivi, que Dieu vous bénisse. Un grand merci, Papa, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, c'est un plaisir de vous avoir toujours, parce que discuter avec vous, c'est toujours très intéressant. Parfois, il y a des petits pièges, mais bon, c'est intéressant. C'est une joute intellectuelle très intéressante. Merci beaucoup, Papa. Je vous en prie. Très chers téléspectateurs, à la prochaine.